Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Mon nom, c'est Andrea Krasnay et je suis l'associée d'apprentissage numérique chez Ecampus Ontario, responsable du volet apprentissage expérientiel francophone. J'aurai le plaisir aujourd'hui de vous parler de l'apprentissage expérientiel dans le contexte minoritaire franco-ontarien et comment nous tirons parti de l'éducation ouverte pour aider nos membres à développer les prochaines générations de talents bilingues et francophones. Vous aurez aussi ici ma collègue Charlotte qui va nous aider. Donc, elle va déposer tous les liens dans le clavardage et elle va nous soutenir avec le clavardage aussi. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Avec plaisir et bienvenue. Et avant de nous lancer dans la présentation, j'aimerais commencer par une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que le bureau de Ecampus Ontario, situé au centre-ville de Toronto, sont les territoires traditionnels de nombreuses nations, dont les Premières Nations de Mississauga des Crédits, d'Anishinabek, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, Inuits et Métis. Je me joins aujourd'hui depuis London, Ontario, qui se trouve sur le même territoire de Anishinabek, Haudenosaunee, mais ainsi que de l'Unapewak et Attawandaron. Je reconnais l'héritage de toutes les générations passées, présentes et futures des Premières Nations de cette terre et en suis reconnaissante. Je vous invite de tirer profit du clavardage pour partager votre propre reconnaissance du territoire aussi. Et voilà, vous aurez ici notre ordre du jour. Je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est les Campus Ontario et qu'est-ce que c'est le CAPFO, ou bien connu comme consortium d'apprentissage expérientiel francophone en Ontario. Par la suite, je vais vous parler un peu des REL et AIT et l'intersection de ces deux notions aussi. Et ensuite, on va parler un peu d'un REL qu'on a créé dans le cadre du CAPFO euh, pour créer un rapport sur les tendances et les défis qu'on voit dans le secteur francophone en Ontario reliés à l'apprentissage expérientiel. Et dernièrement aussi, on va parler un peu d'un autre RL qu'on a créé l'année passée, où on explore un peu le lien entre l'éducation et l'employabilité, donc les AIT, l'AIT, l'apprentissage intégré au travail, et les microtitres aussi. Et bien sûr, vous aurez une petite période aussi pour poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est les Campus Ontario? On est un organisme à but non lucratif. On est situé au centre-ville du Toronto et on dirige un consortium de collèges, d'universités et des instituts autochtones. Notre but de notre organisation, c'est de faire progresser l'utilisation de la technologie éducative, d'aider tous les établissements avec leur démarche dans la transformation numérique, etc. Donc, tout ce qui touche apprentissage numérique et pédagogie numérique. Et donc, vous avez cette grande ombrelle et Campus Ontario. Il y a une petite bulle qui s'appelle le CAPFO. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est le consortium d'apprentissage expérientiel francophone de l'Ontario. Et dans ce programme, notre objectif est de soutenir nos membres. Donc, vous avez les 7 membres ici, les 2 collèges francophones et les 5 universités francophones et bilingues. Donc, on les soutient dans leurs efforts de soit lancer ou d'étendre leurs activités dans l'apprentissage par l'expérience. Et nous aidons de combler l'écart d'équité dans la disponibilité des projets francophones dans le secteur d'enseignement supérieur en Ontario. Et pour ceux qui ne le savent pas peut-être, les francophones de l'Ontario représentent la plus grande minorité des francophones au Canada. Donc, on sait un peu qu'est-ce que c'est les campus Ontario, qu'est-ce que c'est les CAPFO. J'aimerais donc avoir une compréhension partagée de ce que est l'apprentissage
expérientiel et qu'est-ce que c'est l'apprentissage intégré au travail. Vous avez de la côté gauche la théorie d'école, donc les 4 phases de l'apprentissage expérientiel. Et on a la première phase ici, donc la phase d'expérimentation où l'apprenant commence à pratiquer. Par la suite, dans la deuxième phase, vous avez euh, une phase de réflexion, donc où on commence à analyser les choses pour, par la suite, dans la troisième phase, commencer de faire des généralisations pour conceptualiser ce qu'on vient d'expérimenter pour rentrer dans cette dernière phase de émettre des hypothèses pour transférer dans la prochaine période d'expérimentation. Donc, c'est un processus itératif qui est continu, ça s'arrête jamais, on commence et on recommence cette cycle. Et de l'autre côté, donc, par contre, l'apprentissage intégré au travail, qui est une forme d'apprentissage expérientiel, je dirais que ce qui est important à noter, c'est que ça comprend toujours un partenariat entre un établissement, un employeur, puis un apprenant. Et une autre chose que je vais mentionner aussi, que ça peut se produire dans le cadre d'un cours ou dans le cadre d'un programme aussi. Et pour nous mettre sur la même longueur d'onde, sur une REL aussi, maintenant qu'on a une compréhension partagée d'apprentissage expérientiel et AIT aussi, qu'est-ce que c'est une REL? Une REL peut être une certaine nombre de choses, que s'agisse des simulations ou des balados. Une REL n'est pas seulement un livre transposé sous forme numérique. Donc, bien qu'il y a certaines ressources qu'on peut imprimer à la demande, une RL ne se résume à ce format uniquement. Et je dirais que la polyvalence des RL permet aux professeurs de créer des ressources nécessaires pour combler les lacunes de l'AIT francophone et bilingue aussi. Et une autre chose que j'aimerais aussi mentionner, il y a 3 parties clés. Donc, peu importe les formats, les REL sont gratuits, sans obstacle à l'accès et libres d'utilisation. Et cela permet à la communauté linguistique minoritaire en Ontario francophone d'adapter et de réutiliser des matériels qui sont clés et créés au sein de notre communauté aussi. Donc, je vais commencer aussi par dire que le concept d'AIT n'est pas nouveau. Dans les parcours professionnels traditionnels, ça fait partie, c'est une partie intégrante du programme et de la pédagogie aussi. Mais dans l'enseignement supérieur, nous voyons qu'il y a un accent qui est mis sur l'intégration des composants d'apprentissage expérientiel ou de l'AIT aussi dans tous les programmes afin de combler le fossé entre l'éducation et les partenaires d'industrie. Donc voilà, comment, comment peut-on rendre l'AIT accessible et plus particulièrement dans ce contexte de minorité linguistique. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart des systèmes de soutien sont essentiellement anglophones. Donc, ça constitue une égalité structurelle. Donc, voilà, je pense que l'éducation ouverte est une des méthodes que ça permet d'éliminer les obstacles dans l'apprentissage intégré au travail. Et tout à fait, donc, c'est du travail nouveau dans quelques domaines. Donc, on peut commencer au début d'aborder la question de l'équité dès le départ en créant des ressources en libre accès. Et pour notre communauté de professeurs, ça leur permet de adapter et de réutiliser des matériels qui sont créés par les Franco-Ontariens et pour les Franco-Ontariens. Et je dirais aussi que ça permet également de collaborer, d'aider à construire ensemble et d'unir les forces et d'amplifier tous nos points forts aussi. Donc, avec tout cela en tête, je crée les 2 REL bilingues. Donc, en total, il y a 4 REL, mais c'est 2 en anglais, 2 en français sur le même sujet.
Et c'était créé dans ce contexte du Cap Pro, avec toutes les informations en tête que je viens de présenter. Ici, vous avez la REL plus récente qui va aborder certaines questions d'inégalité, donc l'accès à l'apprentissage expérientiel en français et les tendances spécifiques qu'on a observées dans la communauté franco-ontarienne. Et ma collègue Charlotte va mettre aussi le lien dans le clavardage, mais vous avez aussi l'occasion de scanner ces codes QR pour obtenir le rapport aussi. Juste un peu de contexte, ce rapport a été créé après une étude de 2 mois en avril et en mai passé. C'était fait avec une approche de recherche à méthode mixte. Donc, on a eu des questions à choix multiples, on a eu des questions à réponse courte aussi. Et encore, le but de l'étude, c'était de voir les tendances et les défis auxquels sont confrontées la communauté franco-ontarienne dans l'enseignement postsecondaire en Ontario. Et comme vous voyez ici, on a des répondants par l'établissement qui reflètent la réalité de nos membres CAPO. Donc, on a 29% des collèges dans le consortium. Et voilà, on a eu 29 répondants qui provenaient d'un collège et 71 répondants qui venaient d'une université. Et on a aussi demandé à nos répondants de s'identifier dans de ces 3 catégories. Donc, on a eu 14% des personnes qui avaient un rôle d'enseignant, 36% de rôle de direction et finalement aussi 50% qui ont eu soit un rôle de gestion dans l'apprentissage expérientiel ou qui était une personne qui soutenait ce travail aussi. Parfait, on a encore beaucoup de temps, donc je vais passer aussi aux tendances et défis. Euh, donc, comme vous voyez ici, je pense que ces tendances et défis sont super pertinents quand on parle de l'éducation ouverte. Donc, à votre côté gauche, vous allez voir les tendances. Donc, dans le secteur francophone, il y a un soutien et un intérêt croissant pour l'apprentissage expérientiel et l'AIT aussi. Mais de l'autre côté, on voit que ben, il manque une infrastructure et il manque un cadre de travail pour la mise en œuvre. Du côté gauche encore, vous avez les établissements les établissements d'enseignement postsecondaire qui commencent à exprimer des diverses applications de l'apprentissage expérientiel et l'AIT. Mais dans ce contexte précis, le défi est que on a toujours un défi supplémentaire pour la mise en œuvre de l'apprentissage expérientiel et l'AIT aussi. Et dernièrement, il y a des recherches qui sont menées pour déterminer comment et où les applications de l'apprentissage expérientiel sont censées pour améliorer l'apprentissage. Mais de l'autre côté aussi, on a toujours des défis en essayant d'engager les professeurs pour s'impliquer dans ce travail aussi. Et ils jouent un rôle clé dans la création de ces genres des expériences. Donc, lorsque nous examinons tous les ensembles des conclusions dans ces rapports, nous constatons qu'il y a une nécessité pour les RL dans l'apprentissage intégré au travail francophone. Je dirais, pour de mettre des structures en place et pour aider à la collaboration dans un cadre linguistique commun. Et c'est non seulement entre les universités, mais aussi dans les relations entre les partenaires d'éducation et l'industrie aussi. Donc, on trouve ça souvent que peut-être on parle de la même chose, mais on utilise des mots très, très différents. Et on voit ça pas justement dans l'apprentissage expérientiel, mais même dans l'éducation ouverte, dans toutes sortes des soutiens pour la littérature numérique, etc. Donc, je pense qu'avoir un cadre commun et une référence, surtout en français, pour soutenir ces communautés, serait super, super important. Et aussi pour fournir des occasions de perfectionnement professionnel pour les professeurs
qui peut-être veulent s'impliquer dans ce genre de travail, mais ils ne savent pas par où commencer aussi. Et dernièrement aussi, on va nous lancer dans la deuxième REL. Je vois qu'on a toujours assez de temps pour les questions aussi, donc je peux me lancer un peu plus profondément dans cette REL. Vous avez encore le code QR ici, ou sinon vous pouvez aussi utiliser le lien qui sera déposé dans le clavardage. Donc, vous avez la première page d'REL ici. On a déjà discuté des informations par rapport aux capos et tout le contexte. Donc, je vais passer à la deuxième page aussi. Et dans la deuxième page, on parle de avoir une méthodologie d'évaluation de l'apprentissage expérientiel. Donc, ce qu'on a trouvé dans nos recherches, c'est que ce genre de soutien, ça manque toujours. Et les RL, c'est une super façon de combler cette lacune. Donc, j'ai mis ici le tableau qui était fourni par l'Agence universitaire de la francophonie. Je trouvais que c'était un super point de départ car il y a des compétences très, très générales liées à l'employabilité et on peut prendre cette cadre comme un filtre. Donc, vous avez l'apprentissage expérientiel et vous pouvez utiliser ces filtres pour personnaliser. Donc, encore, on peut prendre cette REL pour la réadapter, réutiliser pour que ça soit pertinente au domaine spécifique. Donc, on peut prendre un projet, par exemple, de la comptabilité pour cibler une personne qui peut calculer, une personne qui peut avoir de la empathie, être flexible, etc. Et ajouter des autres compétences qui sont pas dans cette synthèse, mais qui sont pertinentes à ces domaines. Et voilà, comme ça, on peut cibler certaines compétences liées à l'employabilité pour, par la suite, voilà, commencer un processus de micro-certification. Donc, avec tout ça en tête, on peut commencer à créer des microcrédits, microtitres. Il y a beaucoup de façons de nommer la même chose, mais grosso modo, un court programme qui est super flexible, qui aide une personne à soit approfondir leurs compétences ou développer des nouvelles compétences aussi, qui sont ciblées à un certain domaine ou à un certain rôle. Et il y a même une belle RL qui a été créée par mes collègues dans l'équipe des microcertifications, qui est comme, je dirais, une recette, un livre de recettes pour la microcertification aussi. Donc, vous pouvez trouver ça dans la bibliothèque libre des campus Ontario aussi. Mais grosso modo, le but de cette RL, c'est d'être court, concise et de délivrer cette notion et ces informations pour les professeurs qui voulaient s'impliquer aussi. Donc encore, il y a un manque de ressources dans ces domaines-là, puis on a essayé d'utiliser ces deux RL pour fournir non seulement des renseignements, mais aussi un cadre pour avoir un point de départ pour commencer l'apprentissage expérientiel, mais aussi la micro-certification de ces compétences qui sont reliées à l'employabilité aussi. Donc, je reconnais que nous sommes presque à la fin du temps alloué ici et je veux laisser assez de temps pour la période de questions aussi. Donc, je vais vous laisser avec deux choses. Premièrement, l'infolette CAPO pour tout ce qui concerne l'apprentissage intégré au travail, l'apprentissage expérientiel, toutes les initiatives CAPO, mais aussi toutes les autres affaires francophones de les campus Ontario. Donc, tout ce qu'on fait dans les ressources éducatives libres, tout ce qu'on fait avec des autres technologies éducatives, etc. Et aussi, vous avez soit le lien dans le chat ou le code QR ici aussi pour pouvoir facilement vous inscrire. Et la deuxième chose, mais la dernière chose aussi, vous pouvez me contacter par LinkedIn. Vous avez le code QR ici pour me trouver ou soit par mon nom, Andrea Krasnaï. Ou encore, vous pouvez aussi m'écrire un courriel à fr@ecampusontario.ca.
Merci encore pour votre attention et j'ai hâte de soit lire ou entendre vos questions aussi. Merci. Alors, on a quelques minutes, Andrea, pour des questions, c'est bien ça? Alors, n'hésitez pas à poser Exactement. votre question dans le clavardage en utilisant la fonction chat et Andrea sera ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Charlotte. Je vais juste arrêter mon partage d'écran pour mieux voir s'il y a des questions ici. Alors, pour l'instant, je ne vois rien. Peut-être on va attendre juste une minute, sinon il n'y a pas de souci si vous n'avez pas une question à ce moment-là. Comme je mentionnais, vous êtes invité de soit m'écrire à mon courriel ou me contacter par LinkedIn aussi. Ah, nous avons une question de Betty. À qui seraient adressés les microtitres de compétences? Aux étudiants, employeurs ou encadreurs de stage? Je pense que cela peut être super flexible et adaptable, c'est-à-dire que euh, on peut, par exemple, avoir un micro-titre de compétences ben, je vais commencer par dire que ça, c'était créé en tête avec les apprenants. Donc, on a un projet, disons, on va cibler quelques compétences dans ce projet-là, puis par la suite, on va créer une micro-certification pour avoir quelque chose pour les étudiants, pour démontrer qu'ils ont telle et telle compétence. Un bel exemple, c'est les bootcamps dans des domaines des technologies d'information. D'habitude, c'est beaucoup des projets qui sont des projets qu'on doit accomplir pour par la suite recevoir une certification. C'est pas si théorique que pratique, par exemple. Mais en même temps, je pense que même les employeurs ou même les établissements peuvent cibler des différentes compétences, soit dans une organisation ou soit dans un établissement, c'est-à-dire que la pédagogie d'apprentissage de l'éducation expérientielle, désolé, euh, on peut cibler certaines compétences dont même les professeurs pour trouver les meilleures personnes qui peuvent créer telles expériences aussi dans un certain domaine. Donc, il y a beaucoup de façons, c'est super flexible. Je pense que les défis des fois, car c'est super flexible, c'est super général, mais on peut toujours les peaufiner les détails pour que ça soit un peu plus spécifique à un certain travail ou à un certain domaine aussi. Hum, Exactement, Betty. Ça, c'est un super bel exemple aussi. Ou si on fait une micro-certification, par exemple, pour les gens qui veulent s'impliquer dans l'apprentissage expérientiel aussi. Andrea, j'ai une autre question. Je Merci à reprends vous. la question acheminée à Andrea. Est-ce que selon vous, l'écran est en soi une ressource intéressante à exploiter au niveau de l'apprentissage expérientiel? Est-ce que vous pouvez élaborer un peu, mais si je l'ai interprété, par exemple, l'écran en situation, si on utilise l'IA comme ChatGPT, par exemple, pour communiquer dans une autre langue, pour, euh, pour améliorer sa langue italienne, par exemple. Donc, t'as pas une personne qui est là avec toi pour pratiquer la langue. Donc, ça, c'est une belle façon
d'avoir l'apprentissage expérientiel en utilisant la technologie et l'IA. Ou, par contre, dans un autre exemple, la simulation, pourrait utiliser la simulation aussi pour l'apprentissage expérientiel. Donc, je ne sais pas si ça c'est un peu dans le sens de ce que vous avez cherché avec cette question, avec Alors, l'écran en soi. Diane apporte des détails en disant que ça concerne ce qu'on appelle dans mon domaine l'expérience utilisateur ou user experience à titre de conceptrice d'outils d'assistance. Donc, c'était la question. Donc, peut-être que je peux reformuler la question pour toi, Andrea. Donc, la question originale était, est-ce que, selon vous, l'écran est en soi une ressource intéressante à exploiter au niveau de l'apprentissage expérientiel et que ça concernait plus particulièrement l'expérience utilisateur, donc user experience. OK, l'utilisant. Ouais, c'est super intéressant, mais je sais pas si je comprends très bien la question quand même. Donc, je comprends la notion de l'expérience utilisateur, mais je comprends pas exactement la question quand ça concerne l'apprentissage expérientiel, par contre. Alors, Diane, je vous invite, si vous voulez peut-être reformuler votre question, ce serait avec plaisir qu'on puisse y Mais répondre. mais si ça concerne pas exactement dans ce sens de ChatGPT ou dans le sens de simulation, des choses comme ça, c'est seulement si ça, c'est pas dans cette perspective-là, si je comprends pas exactement. C'est autre chose. Si vous pouvez élaborer un peu. On va peut-être attendre quelques... Oh, OK. Donc, la question un peu plus précisée, ce serait que l'idée sous-jacente, c'est de laisser à l'utilisateur instrumenter une meilleure place qu'on lui accorde aujourd'hui en laissant beaucoup de place à la machine et peu de place à celui ou celle qui l'utilise. C'est ce qui a été ajouté à la question. Ouais. Oui, je Oui, pense, oui, vas-y, Charlotte. non, non, je t'en prie, je ne veux OK. pas t'interrompre. Excellent. Merci. Ouais, je pense que c'est super intéressant. Donc, je le vois comme, on peut excuser l'anglicisme un peu Wild West, genre de mettre quelqu'un devant l'écran pour voir quelles compétences ou quelles expériences ils vont avoir par la suite. Donc, je le comprends maintenant un peu comme ça. Donc, je pense que ça serait un peu intéressant, mais si on veut cibler certaines compétences, euh, je ne sais pas si ça fonctionnait de ce côté-là, mais par contre, on peut aller encore un peu plus général pour voir ben, quelles compétences vont-ils soit développer ou approfondir par une telle expérience. Et si on veut aller plus profondément aussi, on pourrait avoir même des recherches pour voir, par exemple, un groupe de 20 personnes et quelles sont les compétences qui sont les plus approfondies ou développées après une telle expérience. Mais je trouve cette notion ou ce concept super intéressant. Merci pour la question, Diane. Et si jamais vous voulez continuer la discussion, je vais juste me permettre de remettre l'email dans le chat si vous voulez continuer cette discussion, poser d'autres questions à Andrea. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question, Andrea? S'il y a une autre question, je peux la prendre et après ça, je pense que on est Après, rendu on à a la terminé. fin. Oui, oui. Alors, si vous avez une question, je vous invite à la poser maintenant dans le chat et on pourra y répondre rapidement. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un message à fr@ecampusontario.ca si vous avez d'autres questions pour Andrea. Ok, je crois que nous n'avons pas d'autres questions, donc nous pouvons terminer maintenant. Ben, excellent, ce fut un plaisir. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui et merci beaucoup Charlotte pour toute ton aide. Et je souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir, bonne journée.